Oui, merci, monsieur le maire. Je cite les deux premiers paragraphes de votre budget. Aussi, pour renforcer la justice sociale et climatique, protéger les personnes, le vivant et le climat, et préparer l'avenir de Grenoble. Et préparer l'avenir, pardon. Grenoble fait le choix de se doter de nouveaux moyens financiers en augmentant de 25% la part communale de la taxe foncière, son seul levier fiscal. Je continue. La ville ouvre aujourd'hui une nouvelle étape d'amplification dans le choix de l'action et de la justice sociale portée depuis 9 ans. C'est un choix fort qui réaffirme le rôle du service public comme un acteur essentiel pour faire face aux défis de demain. Un choix qui va à l'encontre de celui du gouvernement, qui continue sa politique de réduction des prélèvements obligatoires et l'affaiblissement du service public. Fin de citation. Dans cette introduction, en 2 paragraphes, on retrouve pleinement tous vos travers. Le discours d'une vision fumeuse, des compétences qui ne sont toujours pas les vôtres, la mégalomanie de croire que vous êtes à vous seul le sauveur de la planète, la conviction que vous avez transformé Grenoble en bien, une posture de base anti-gouvernement, mais par principe, pas par pragmatisme ou critique constructive. Votre condamnation de la politique du président Emmanuel Macron de réduction de prélèvements obligatoires, je vous cite, autrement dit, vous reprochez au président d'avoir baissé les impôts des Français, même cocasse, et votre unique option idéologique pour combler le trou des finances grenobloises, l'augmentation des impôts. Mais qu'importe, heureusement que vous êtes là pour nous enrichir de votre vision systémique, stratégique de protection de l'Anthropocène. Un peu plus et vous auriez pu être le promoteur de la paix dans le monde. Nous voilà tous sauvés. C'est d'ailleurs le canard enchaîné qui vous avait attribué le melon d'or. Rien ne change, tout se transforme. Alors, je l'ai déjà dit, vous annoncez que ces 49 millions d'impôts nouveaux prélevés dans la poche des Grenoblois vont servir à 2 choses, je le redis, 50% dédiés à un bouclier social et climatique et au financement d'un plan d'investissement, et 50 autres pourcents qui permettrait de financer l'inflation, le coût de l'énergie et la hausse du point d'indice des agents. Regardons cela de plus près. Premier axe, 2 millions pour les mobilités. Vous expliquez que concrètement, ces 2 millions seront déployés pour réduire le coût des mobilités actives et des transports en commun pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Fin de citation. Vous allez donc négocier avec Sylvain Laval, Éric Piolle ? Mais quelle grande nouvelle! Parce que vous n'avez pas la compétence, c'est le SMAG et la TAG. Et donc, vous pensez vraiment que vous allez obtenir la négociation d'un tarif spécifique pour les Grenoblois au niveau du SMAG et de la TAG. N'importe quoi. Deuxième point. 100 000 € attention, en pleine année, enfin en année pleine plutôt, pour lutter plus fort contre la précarité énergétique. 100 000 €, sur 49 millions, on sent que vous mettez le paquet. 250 ménages, vous le dites, en situation de précarité énergétique ont été accompagnés en 2021 par le CCAS. Vous continuez. Avec le bouclier mis en place, les équipes du CCAS en charge de l'accompagnement seront renforcées pour accompagner plus de 350 ménages par an, soit plus de 1700 ménages d'ici à 2027. Non mais, monsieur le maire, ça ne va pas faire 2700 ménages aidés, car ce sera toujours les mêmes ménages chaque année. C'est plutôt 350 ménages aidés 5 fois en 5 ans. Et c'est 350 ménages sur 80 000 ménages grenoblois. Par ailleurs, vous condamnez les chèques énergie, la distribution de l'argent par le gouvernement, et en même temps, vous distribuez de l'argent vous-même pour lutter contre la précarité énergétique. Il faudra m'expliquer la différence. Troisième point, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, chers collègues. Ça fait plusieurs fois que vous commentez, je vous invite à prendre la parole pour vous exprimer. Ah mais oui, quand vous voulez, mais c'est juste que, voilà. Troisième point sur l'alimentation. Non mais je sais que les interventions agacent, mais voilà. Troisième point sur l'alimentation. Comme il n'y a plus d'argent dans les caisses de Grenoble, vous baissez les tarifs des cantines. Tout cela est d'une grande logique, bien évidemment. Mais plutôt que de baisser les tarifs, monsieur le maire, pourquoi ne pas les maintenir pour conserver les recettes et mettre en œuvre les petits déjeuners gratuits dans les écoles de Grenoble? Vous savez, ce dispositif que je rappelle chaque année au moment du budget, qui est financé par l'État à hauteur de 1 € par petit déjeuner.
Un nouveau service pour les enfants, et notamment pour les plus précaires bien sûr, pris en charge en partie par l'État, et donc sans baisser les recettes. Voilà une formule intéressante financièrement. Quatrième point, et je vais prendre le temps de ce point, parce que personne n'en a parlé jusqu'à maintenant, et quand même, c'est énorme, les musées gratuits. Posons le cadre directement. La gratuité ne fait pas venir les gens au musée. Tous les musées de France et les adjoints à la culture le savent. D'abord, philosophiquement, la gratuité déprécie la valeur de ce que l'on achète, c'est bien connu. Ensuite, ça creuse les dépenses de fonctionnement encore. Et il existe déjà à Grenoble beaucoup de gratuité pour les musées. Le pompon, c'est la gratuité grenobloise. Madame l'adjointe à la culture, vous avez annoncé la gratuité exclusivement pour les Grenoblois dans le petit bulletin du 9 février 2023, où le journaliste vous interrogeait. Comment les Grenoblois vont justifier qu'ils sont Grenoblois à l'entrée? Vous répondez. On a plusieurs mois devant nous pour affiner le détail technique de comment ça va se passer. On le fait déjà dans d'autres services publics. Quand vous inscrivez au conservatoire, vous donnez votre justificatif de domicile. Et ça ne pose pas de problème. C'est à nous de travailler sur une mesure qui soit la plus efficace possible. Ça peut être un justificatif montré à partir d'un smartphone. On va affiner pour que ce soit commode, facile. Fin de citation. Vraiment n'importe quoi. D'abord, c'est illégal et vos services le diront. Ensuite, le département de l'Isère finance 450 000 € par an le musée de Grenoble. Vous allez dire quoi à M. Barbier et aux Isérois? Pour rappel, en termes de fréquentation, le musée de Grenoble, 18% de Grenoblois, 60% du reste de l'Isère et 22% de touristes d'ailleurs que l'Isère. Ce qui veut donc dire que les touristes et les plus riches paieront quoi du coup? Enfin, concrètement, pour acheter un billet d'entrée au musée, épisodiquement, il faudra un justificatif de domicile. Au conservatoire, on adhère à l'année une fois avec un dossier, pas à la séance, Madame l'adjointe. Quelle ignorance! Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité de votre proposition? Pour aller au musée demain en tant que Grenoblois, nous allons donc nous trimballer avec notre taxe foncière, si nous sommes heureux propriétaires, ou avec notre facture GEG qui a explosé, ou peut-être notre facture de smartphone. Voilà. Il n'y a d'ailleurs à constater aucun en réel dysfonctionnement entre les tarifs et la fréquentation du musée qui ne cesse d'augmenter. Il n'y a pas de sujet sur la tarification du musée. En outre, le premier dimanche gratuit, ça marche très bien. C'est un rendez-vous des Français avec leur musée. Pourquoi vouloir le supprimer? Sur les expositions temporaires, une payante par an, mais les autres gratuites. Super. Ce qui annonce qu'en réalité, il n'y aura qu'une seule exposition temporaire par an, certainement désormais. Or, il y a souvent une articulation entre les expositions, avec une logique de programmation entre histoire de l'art et art contemporain. Et si c'est le cas, laquelle sera gratuite et sur quels critères? La gratuité, enfin, va poser aussi un vrai problème vis-à-vis des mécènes. Les mécènes du musée, que sont Biomérieux, la Caisse d'épargne, Schneider Electric et le Crédit Agricole, qui, eux, versent 170 000 € par an pour une ou des acquisitions majeures. La contrepartie de cet engagement de mécénat, la gratuité annuelle de l'accès au musée, justement, et la mise à disposition du musée un soir par an. Idem d'ailleurs pour les amis du musée, présents pour animer et élargir les collections. Quelle contrepartie si le musée devient gratuit? D'ailleurs, il reste toujours le problème du budget d'acquisition au musée. Il existait avant 2014 un vrai budget dédié aux acquisitions. 400 000 € par an. Désormais, ce budget est commun avec les acquisitions du Muséum d'histoire naturelle et du Fonds des bibliothèques. Il ne reste rien. Peau de chagrin. Une année, il s'est même réduit à 10 000 €. Vous pensez qu'on achète quelle œuvre à 10 000 €? Enfin, Madame l'adjointe à la culture annonçait que le musée deviendrait, toujours dans les articles de presse dans lesquels vous êtes très prolixe, deviendrait des îlots de fraîcheur l'été. Non mais franchement, est-ce que le musée est un salon de thé ou une salle hors sac? D'ailleurs, en 2022, vous l'avez déjà fait, cet îlot de fraîcheur de l'été. Et il y a eu 10 personnes qui sont venues pour l'espace fraîcheur. Là encore, c'est n'importe quoi. 5e point, la blague du financement de l'éducation populaire. Après avoir fermé le plateau à Mistral et l'accordé à Villeneuve. Comment vous dites déjà?
une expérimentation pour réinventer le soutien aux acteurs d'un quartier populaire. Mettre fin à un système qui marche, qui est démontré et approuvé par les habitants, c'est quand même ballot. Je le redis, une expérimentation pour réinventer un soutien. On n'est pas rendu. Bref, ce bouclier social est bancal, inutile, petit bras, et n'est certainement pas à la hauteur des impôts prélevés aux Grenoblois. Ces dépenses sont des dépenses de fonctionnement qui n'ont aucune prospective de transformation, donc de l'argent à perte au moment où vous devez au contraire renflouer un trou béant et investir. Sur le fonctionnement toujours. Que se passe-t-il avec les indemnités d'élus depuis 2020 ? Si l'on compare, je le disais tout à l'heure, mais je le redis ici, puisque évidemment vous ne répondez pas, si l'on compare entre 2016 et 2023, 200 000 € sont distribués en plus aux élus de Grenoble. Pourtant, on est toujours le même nombre d'élus, soit 23,4% d'augmentation de l'enveloppe dédiée aux élus. Vous qui aviez prôné dans votre campagne en 2014 la baisse de 25% des indemnités des élus. Ah bah du coup, jusqu'à maintenant, elle a repris ces 25%. Et simplement entre 2020 et 2023, c'est 110 000 € que vous avez redistribués entre nous, soit 11,7%, rien qu'en 2 ans. Sur le fonctionnement encore, la prime de précarité augmente. Elle a été mise en place en 2021. Elle était estimée dans le budget initial 2021 à 400 000 €. En commission des ressources, vous nous avez indiqué que les crédits budgétaires pour la prime de précarité de 2023 prévus correspondent au montant consommé en 2022, c'est-à-dire le fameux compte administratif que nous n'avons pas mais que vous avez et que vous présenterez qu'en juin. Et vous annoncez donc là qu'en 2022, vous avez consommé en prime de précarité 938 000 € et que du coup, vous reprenez ce montant pour 2023. Que se passe-t-il avec la précarité dans le recrutement de vos agents? Enfin, je voudrais revenir sur la ligne de réserve pour Richardson. 4,3 millions d'euros dans ce fameux budget. Mais, excusez-moi, le deal avec Richardson n'est-il pas à 12 millions d'euros? Point d'interrogation. Peut-être aurais-je une réponse à cette question aussi. C'est donc les Grenoblois qui vont payer votre irresponsabilité. Rappelons les faits. Une entreprise, Richardson, est implantée à côté d'un terrain propriété de la ville de Grenoble. Depuis des années, Richardson et tous les voisins dénoncent un squat de ce terrain, propriété de la ville de Grenoble. Un camp de gens du voyage, composé de cabanes construites de briques et de broc, classiquement. En 2021, c'est le drame. Un incendie se déclare dans le squat et détruit en cendres le bâtiment de stockage et tout le stock qui va avec. Richardson porte plainte et réclame réparations et dommages et intérêts qu'à la ville de Grenoble, vous, toutes ces années, avez refusé d'expulser ce squat. C'est indécent, cette indulgence avec ceux qui abusent du bien d'autrui. C'est d'ailleurs la même chose avec la maison Kaminski, avec un public de squatteurs bien différent, dont les motifs politiques sont bien connus des services de police. Ces squatteurs, d'ailleurs, de la maison Kaminski, plombent la vie de quartier, en plus de démolir une maison au caractère historique, dont vous ne voulez pas reconnaître l'intérêt patrimonial. Bref, ce budget ne répond pas aux besoins des Grenoblois au quotidien. D'ailleurs, il n'y a absolument rien sur la sécurité, par exemple. Et je vous ferai grâce du fait divers récemment arrivé devant l'école il y a quelques jours. Vous ne pouvez pas tenir des discours qui ne sont fondés sur aucun projet réel. Ça se voit après 8 ans. Et j'espère que les Grenoblois ne sont plus dupes, que certains de votre majorité ont compris que vous les meniez dans l'impasse. Il est temps que nous gagnions collectivement en lucidité, que les voix s'élèvent, que les Grenoblois se mobilisent pour dire stop et créer une nouvelle dynamique pour l'avenir de Grenoble. Je vous fais confiance, chers Grenoblois. Activons une dynamique pour la suite. Merci. Oui, c'est pour présenter les amendements du groupe. Oui, ok. oui. Donc sur la délibération du vote des taux d'imposition, considérant que M. le maire de Grenoble s'est engagé publiquement le 26 février 2020 lors du grand débat organisé par France Bleu Isère et le Dauphiné libéré au Stade des Alpes à ne pas augmenter les impôts locaux, considérant que la recherche de nouvelles recettes pour la ville de Grenoble ne peut porter exclusivement sur les propriétaires de Grenoble déjà impactés par l'inflation
et l'augmentation de 7% des bases fiscales, considérant qu'une hausse d'impôt de 25% ajoutée aux 7% de hausse des bases mettra nécessairement en difficulté de nombreux propriétaires modestes, notre groupe propose que l'augmentation de la taxe foncière soit revue à 15%, que le financement de ce changement de taux se fera notamment en diminuant l'enveloppe dédiée aux indemnités des élus, les dépenses de communication et de fêtes et cérémonies, en procédant à un audit afin de trouver des économies et de réduire les dépenses de fonctionnement, en mutualisant plus de services avec la métropole, en abandonnant le projet de rénovation de la salle du conseil municipal et en mutualisant la salle du conseil avec celle de la métropole en cours de réalisation, comme c'était le cas depuis l'incendie, et en abandonnant les projets non strictement nécessaires aux habitants. Deuxième amendement sur le budget principal, cette fois. Considérant que les élus de la majorité se sont engagés dans leur projet commun en 2020 à maintenir la baisse des indemnités des élus de 25%, considérant que le montant des indemnités des élus prévu au budget 2023 est de 1 048 709 €, soit une augmentation de plus de 21% par rapport à l'année 2015, première année pleine de votre mandat, et donc un retour à l'enveloppe quasiment identique de vos prédécesseurs tant décriés. Considérant que la situation financière de la ville de Grenoble impose la recherche de sources d'économie en fonctionnement. Considérant que les indemnités des élus sont un dédommagement des missions qu'ils réalisent bénévolement pour les Grenoblois. Les élus de notre groupe proposent de réduire les crédits prévus au titre des indemnités des élus pour revenir à une enveloppe annuelle d'un montant de 865 381 €, correspondant à celle de 2015, en modifiant en conséquence les taux et ou en réorganisant les attributions de délégation. Les économies de fonctionnement réalisées permettront de réduire l'augmentation directe de la taxe foncière. Merci. Oui, merci, monsieur le maire. Quelques remarques, effectivement, aux réponses apportées par la majorité. D'abord, quand, monsieur Mériot, vous nous interrogez sur les propositions que nous pourrions faire sur la réduction de services publics, moi, je les entends, mais j'ai envie de vous dire, demandez à l'ADES, puisque c'est eux qui le recommandaient à monsieur Desto lorsque j'ai fait mon intervention. Et je crois qu'aujourd'hui encore, ils ne sont pas très fans de l'augmentation de la taxe foncière. Donc, je vous propose de vous retourner vers eux. Concernant les indemnités des élus, j'étais sûre que vous alliez me sortir le point d'indice. Vous êtes prévisible en réalité. Mais en 2014, quand vous aviez promis de réduire vos indemnités et l'enveloppe des élus de 25%, vous n'êtes pas posé la question du point d'indice. Donc là, le sujet, ce n'est pas le point d'indice, les amis. C'est combien vous dépensez pour le rôle des élus par an. Ça a pris 24% depuis que vous êtes élu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Non, mais pas besoin de dire non, c'est une réalité, madame la première adjointe. Et oui, 25%, ouais. De 865 000, vous êtes passé à 1 048 000. Voilà, c'est la réalité comptable. Donc, c'est comme ça la réalité. Et depuis 2 ans, ça ne cesse d'augmenter. Mais bien sûr, le point d'indice augmente. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des frais de personnel, et tant mieux pour les agents. Mais en tant qu'élu, est-ce qu'on est obligé d'accepter l'augmentation du point d'indice? Absolument pas. On peut très bien plafonner l'enveloppe des élus et on redistribue avec les taux quelque chose de raisonnable et on ne s'augmente pas comme on augmente les agents parce que nos indemnités ne sont pas un boulot, ce sont des indemnités, là où pour les agents, c'est la fin de vie et c'est leur salaire au quotidien. Donc là-dessus, je ne vous suis pas, je constate juste que finalement, ça vous ennuierait de baisser de 25% nos indemnités ou nos enveloppes globales d'indemnités. Je vois bien que la gourmandise, finalement, vous y goûtez facilement. Oui, bah écoutez, ça va, hein, pas de problème. Mais quoi, pas possible, peut dire n'importe quoi. 25%? Mais non, mais c'est pas ce que je dis, c'est vous qui le dites, monsieur Confesson, restez calme en réalité. Non mais, vous êtes en train de m'accuser de quelque chose que je n'ai pas dit. C'est votre propre... Un peu de calme. Mais oui, une gourmandise, on peut être gourmand avec l'argent, mais non en fait, mais vous énervez pas, allez faire un tour, prenez une camomille. Laissez finir. Faut pas vous exciter comme ça, hein, monsieur Confesson, tout va bien, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, monsieur Confesson, détendez-vous. Il n'y a pas de problème, donc voilà. Je vous invite à bien sûr, je vais continuer quand je vais votre intervention. Absolument. Non, je n'ai rien sous-entendu, j'ai juste dit que de toute évidence, plus on gagne des indemnités, plus on a du mal à revenir en arrière pour en gagner moins. C'est une réalité puisque vous refusez de niveler
de 25% à nouveau nos indemnités collectives. Point barre. Et c'est pas moi avec mes 200 balles par mois d'indemnité à qui ça va jouer beaucoup. Excusez-moi, voilà. Donc oui, j'estime qu'en plusieurs années de mandat, il semblerait que vous soyez gourmand, puisque vous êtes incapable de reculer sur l'enveloppe globale qui est distribuée aux élus. Point. Et je ne sous-entends rien d'autre, monsieur Confesson, je vous laisse à vos propres turpitudes. Alors, oui, alors le rejet de l'amendement sur l'exonération de la taxe foncière lorsqu'on réalise des travaux d'amélioration énergétique des bâtiments, rénovation énergétique des bâtiments, eh bien là, au moins, ça a le mérite d'être clair. Dans vos arguments, Monsieur Fristo, vous expliquez clairement que vous préférez continuer à taxer les propriétaires qui sont si riches, plutôt finalement d'accompagner la rénovation thermique des bâtiments. Au moins, le message est clair. Il y a des priorités dans la vie. D'abord, on taxe les riches et après, éventuellement, on rénove, mais quand c'est possible. Alors que là, vraiment, c'était un enjeu, je crois, d'impulsion et de continuité à l'élan à la rénovation énergétique, mais vous dites qu'il y a déjà d'autres offres que par ailleurs vous condamnez en disant qu'elles sont largement insuffisantes. Donc il faudrait savoir, il y a 2 poids 2 mesures. Mais de toute évidence, taxer les riches vous intéresse beaucoup plus. Enfin, les soi-disant riches, bien sûr. Sur la culture, alors là, moi j'aime toujours beaucoup les interventions de l'adjointe à la culture. Vous avez dit, globalement, la gratuité ne fait pas venir les gens au musée, nous sommes tous d'accord. Jusque-là, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose, peut-être qu'on va être d'accord. Et vous ajoutez, mais bon, c'est bien de permettre aux gens de venir quand ils veulent, librement. Oui, en fait, ça s'appelle une tautologie, c'est-à-dire vous dites 2 fois la même chose. Vous voyez, monsieur le maire, on me critique quand j'interviens lorsque vos collègues parlent, mais ils n'arrêtent pas, eux aussi, de le faire. Donc je renvoie chacun à ses responsabilités. Continuez. Et donc je continue. Voilà, et donc je continue. Donc on voit bien qu'en fait... oui, on reconnaît quelque chose, que la gratuité ne fait pas venir les gens au musée, mais on s'empresse, parce qu'on est têtu, de dire que quand même c'est bien de permettre aux gens de venir librement au musée. Oui, enfin, ça ne marche pas et tout le monde le sait. Toujours sur la culture, pardon madame l'adjointe, mais en réalité, avec votre aplomb, et que je reconnais, et que je salue, vous ne répondez pas aux questions. C'est assez cocasse. Par exemple, sur l'enjeu des tarifs concernant la participation du département et la fréquentation sur le département. Je vous demande comment va réagir le département Barbier ou comment vous allez faire pour faire payer quelqu'un qui arrive de, je sais pas moi, Bourgoin-Jallieu pour visiter le musée, pas dans un groupe, madame la première adjointe, mais de façon lambda avec sa famille. Ils débarquent, eh ben, eux ils vont payer et puis les Grenoblois ils vont venir avec leurs taxes ou leurs factures pour ne pas payer. Donc, je vous interroge sur, évidemment, l'habitant isérois lambda qui n'est pas grenoblois et qui vient. Et vous me répondez, ah, mais les groupes départementaux seront toujours gratuits. Vous ne répondez pas à la question. Deuxième question à laquelle vous ne répondez pas, je vous parle des mécènes. Vous me dites, ah, ben, il y a un nouveau qui arrive. Ça n'est pas la question. Ma question, c'est de dire, la compensation aux mécènes, c'était leur gratuité annuelle d'accès au musée. Vous me répondez, il y a un nouveau mécène. Vous ne répondez pas à la question de comment on compense demain l'engagement des mécènes. Troisième question à laquelle vous ne répondez pas. Quid du contrôle à l'entrée du musée si vous voulez une gratuité qui sera illégale? Je peux vous le garantir. Mais une gratuité pour les Grenoblois. Comment on contrôle? Vous ne répondez pas. Est-ce qu'il faut une facture, etc. Vous comparez ça dans le petit bulletin avec l'inscription au conservatoire, alors que vous savez très bien comme moi que ça n'a absolument rien à voir, ou peut-être ne le savez pas, ce qui est plus inquiétant. Donc voilà, comment on justifie son domicile, comment on justifie qu'on est grenoblois? Vous ne répondez pas à cette question. Et vous ne répondez pas, enfin, vous voyez, j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas, madame l'adjointe à la culture, sur le budget acquisition. Alors ça, par contre, hop, silence radio, qui est passé de 400 000 € à que dalle, et même une année à 10 000 €. Là-dessus, pas un mot, bien sûr, hein, surtout, ne répondons pas. Donc, je veux dire, voilà, moi, j'aime beaucoup votre ton et votre aplomb à ne pas répondre, quant au fait de ne pas répondre aux questions que l'on vous pose. Enfin, Monsieur Cada, les attaques personnelles, et vous le savez mieux que quiconque, vous faites de la politique, je crois, depuis plusieurs années, vous ciblez les gens, c'est vraiment le degré zéro de l'argument de fond, quoi. C'est-à-dire on attaque les gens à partir du moment où on n'a plus rien à dire. C'est dommage parce que je vous pense plus malin que ça, politiquement, sincèrement. Je vous ai vu au CCAS, je vous ai vu en conseil municipal, mais alors là, quelle déception. Quelle déception. Et que c'est effectivement, depuis le mois de septembre, figurez-vous que je travaille parce que j'ai perdu une élection, vous voyez,
Et en même temps, moi je suis toujours très étonnée que vous me fassiez ce procès et que vous ne le fassiez pas à Elisa Martin, qui elle est députée et ne siège jamais au conseil municipal, quasiment jamais, ou 1 heure. Je trouve qu'il y a là 2 poids 2 mesures. Là où quand j'étais députée, je siégeais à chaque conseil municipal. Vous voyez, voilà, je pense qu'avant de parler un peu trop vite, il faut quand même regarder autour de soi, parce que il y a effectivement des procès qui sont faits aux uns et qui ne sont pas regardés de l'autre côté. Et puis ensuite, l'absence au conseil d'administration ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Preuve en est, et vous voyez, je ne comptais pas en parler ce soir, mais puisque vous tendez le bâton pour vous faire battre, il se trouve que quand même, malgré mon absence au conseil d'administration ces 3 dernières séances, vous avez raison, je l'assume totalement, il se trouve que j'ai quand même eu le temps de récoller des informations sur la situation contractuelle du CCAS avec Tout en vélo, de déposer une plainte, et de toute évidence, ça a fait grand bruit dans les services du CCAS, puisque ça a généré quelques broncas. Et d'ailleurs, puisque je continue à travailler sans que vous ne le voyiez, parce que vous considérez que tout ce que vous ne voyez pas n'existe pas, peut-être, je ne sais pas, mais je vous conseille de vérifier tous vos contrats sur la question de l'alimentation dans les crèches, parce que c'est un sujet sur lequel nous reviendrons. Voilà, je voulais répondre comme ça, à la volée. Alors j'imagine que ça pourrait être des discussions sans fin, mais au moins il était important pour moi de revenir sur ces quelques points, en précisant donc que décidément le dialogue est tout de même très compliqué et que au bout de 2 ans et demi, 3 ans, on se rend compte que vous n'accédez à aucune option de dialogue avec vos oppositions, quelle que soit la nature des propositions, que ce soit des amendements, des vœux, des propositions, que ça vienne de la gauche qui pour partie avec le PS, est aujourd'hui, enfin encore ce soir, avec vous, que ce soit de la droite, du centre, Macron, pas Macron, de toute évidence, tout ce qui n'est pas dans GEC n'existe pas. Et vous verrez, chers amis, pour ceux qui peut-être un jour ou bientôt ne seront plus dans GEC, à quel point on se sent libre de ne pas être sous l'omerta du chef. Merci.